ici, voilà, ça a été en fait un des objectifs de l'Agenda 21 de faire de toute nouvelle construction neuve sur le territoire déjà un projet qui soit de haute qualité environnementale. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a déjà un premier projet d'école qui n'est pas certifié, mais qui a certaines cibles de construction voilà, de qualité environnementale. Maintenant, sur ce second projet qui était pour nous l'aboutissement de cette politique, c'était de faire justement un projet ambitieux. Donc, comme l'a dit Mme Archambault tout à l'heure, parmi 5 scénarios présentés au maire, il a choisi le plus ambitieux. Et ça a été donc de mettre en pratique maintenant tous les objectifs de développement durable qu'on avait pu présenter jusqu'alors dans le cadre de cet agenda 21 territorial en fait. L'implantation du projet est à la fois faite par rapport à la trame solaire, donc comment capter au maximum le soleil et les énergies renouvelables, mais également la trame urbaine. L'idée, c'était de faire 3 bâtiments donc pour avoir une façade sur le quai et les d'autres bâtiments derrière pour avoir une grande cour qui s'ouvre sur la cour du lycée actuellement et d'avoir un tissage dans le maillage urbain. Donc la parcelle fait 5100 m² et il y a 2 entrées, une par la rue d'Élisée ici et une par le quai de l'Aisne. Le premier choix qui a été fait sur cette opération-là, ça a été de définir l'énergie positive comme un bâtiment qui couvre par des énergies renouvelables la totalité de ses usages, et pas seulement les usages réglementaires. Cette couverture, elle se fait en bilan annuel, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on consomme plus qu'on ne produit et d'autres moments inversement, pour qu'en bilan annuel, on soit sur du positif. Le deuxième élément de stratégie, quand on est sur des bâtiments durables à énergie positive, c'est de ne pas travailler sur l'énergie pour commencer. Hein, c'est de travailler sur le bioclimatique. Et le bioclimatique, ça n'est pas que de l'énergie, c'est du confort, c'est de la qualité de vie, c'est de l'usage. Hein. Donc dans les choix d'orientation, les choix de volumétrie, ça tu en parleras. Hein. Mais donc ce qui a été le boulot en amont, c'est de définir cette stratégie bioclimatique comme la première étape indispensable, incontournable, et celle sur laquelle il faut mettre le paquet, aller jusqu'au bout là-dessus, pour réduire au strict minimum les besoins du bâtiment, et dans tous les domaines, pas seulement du chauffage, mais dans les autres domaines, notamment l'éclairage, la ventilation, etc., pour avoir après le minimum à mettre en technique, en système mécanique ou en système de production d'énergie renouvelable. Donc l'autre partie, c'est bien sûr créer des bâtiments compacts, bien orientés, bien isolés thermiquement, ce dont parlait M. Bornarel tout à l'heure, sur la partie bioclimatique. La circulation est au sud pour les apports solaires et toutes les classes sont au nord pour avoir une luminosité constante dans les classes. Il y a eu un gros travail qui a été fait avec la mairie, dès l'amont aussi, pour qu'on réalise des simulations thermiques dynamiques sur les scénarios réels de fonctionnement. Et à partir de là, on a monté un modèle en 3D du bâtiment. Ce modèle en 3D, donc on l'a fait sous un logiciel qui s'appelle Virtual Environment et qui nous permet d'estimer les différentes consommations du bâtiment. Grâce à ce logiciel, on a pu déterminer les isolants, les quantités d'isolants maximales, on va dire optimales, qu'il fallait mettre pour diminuer le chauffage tout en gardant cet esprit de confort à l'intérieur du bâtiment. On a des isolants qui vont être de la trentaine de centimètres en épaisseur. Donc on met 37 cm au maximum de laine minérale sur les différentes façades. Pour fixer les idées, avec la réglementation thermique 2005, on n'aurait pas eu plus de 10 cm de laine minérale. Là, on atteint des résistances thermiques qui sont là, qui sont de l'ordre de 6 ou 7 mètres carrés Kelvin par watt. Donc c'est vraiment des énormes résistances thermiques. Donc consommation de chauffage diminue au maximum. De la même façon, on a essayé de regarder les vitrages. Est-ce qu'il faut qu'on passe en triple vitrage? Est-ce que du double vitrage va suffire? Etc. Donc on en a déduit qu'il fallait qu'on passe en triple vitrage, notamment sur toutes les façades nord. En revanche, sur les zones de circulation, donc notamment la façade sud du bâtiment A, on a vu que laisser en double vitrage, ça suffit, puisque le triple vitrage, c'est des grosses contraintes de poids, de coût, d'installation, etc. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait améliorer la ventilation naturelle. Puisque on ne veut pas augmenter les consommations, donc on ne veut pas mettre de ventilation mécanique, de free cooling avec des énormes débits qui vont augmenter les consommations de ventilation. Donc, cheminée solaire. L'idée, c'est d'avoir les panneaux photovoltaïques, sous ces panneaux photovoltaïques, une lame d'air, et cette lame d'air va servir
à la fois à rafraîchir la sous-face des photovoltaïques pour qu'ils aient un rendement plus intéressant, et aussi on va essayer de créer une aspiration naturelle par dépression sous cette toiture photovoltaïque. Donc dans les études, on avait également déjà intégré l'étanchéité à l'air et le fait que ce soit intégré dans tous les CCTP et une formation qui était obligatoire pour toutes les entreprises. Donc nous on fait partie de la société Manexi, donc on est opérateur en mesure de la perméabilité à l'air. Donc voilà, l'objet ici c'est de pouvoir quantifier et qualifier les fuites d'air qu'on peut avoir au travers de l'enveloppe. Donc effectivement on a ce qu'on appelle une porte soufflante munie d'un ventilateur. Donc ce ventilateur-là, il sert à créer une dépression ou une surpression dans le local vis-à-vis de l'extérieur en faisant circuler un débit. On va tirer l'air du local et on va voir avec des fumigènes qui seront envoyés par l'opérateur à l'extérieur. On est en dépression, donc l'air a tendance à vouloir rentrer à l'intérieur s'il y a des défauts d'étanchéité. Et donc l'objectif, c'est de voir si la fumée traverse l'enveloppe. La recherche de fuite, ça donne les moyens, la maîtrise d'œuvre et aux entreprises de pouvoir, le cas échéant, appliquer des mesures correctives sur leur manière de poser les éléments, les panneaux extérieurs par exemple, les menuiseries, etc., pour améliorer l'étanchéité à l'air. On a fait au fur et à mesure des études les simulations. Le projet changeait, on a repris les simulations, c'est normal. Au début, on était arrivé avec une consommation annuelle de 75 000 kWh en énergie finale par an. On avait prévu de mettre des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments A et des bâtiments B. Seulement, au niveau de l'office, on était parti avec des équipements, on va dire, un peu à minima sur ce qui nous semblait intéressant. Sauf que la mairie de Pantin est aussi en train de mettre en place une homogénéisation de ces différents équipements sur toute la ville. Ça a pas mal modifié les choses, puisque vous avez ici le bilan final à les dernières simulations. On est avec un bâtiment qui va consommer de l'ordre de 96 000, donc on va dire 100 000 kWh par an. En gros, ça fait du 27 kWh électrique par mètre carré et par an. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, on instrumente en photovoltaïque les 3 toitures A, B et C des bâtiments. Je crois qu'un des éléments forts qui a permis à ce projet d'arriver, c'est qu'on ne s'est pas occupé de la certification. C'est qu'on a fait un projet intelligent, de tout point de vue, dans la conception. On a fait de la vraie conception de qualité environnementale, sans se préoccuper de rentrer dans des petites grilles à droite à gauche, avec toutes les contraintes de ces grilles passe-partout. Et on a fait un projet adapté à cette opération-là, à ce site-là, à ce programme-là, à ces objectifs particulièrement ambitieux qui sont ceux du développement durable.